Bonjour à toutes et à tous. C'est à mon tour de me présenter, d'être ravi de participer à cette matinée en essayant d'apporter donc ce regard croisé, non seulement de l'autre côté de l'Atlantique, mais également vu peut-être d'une perspective un peu différente, donc d'une région française. Une région française d'ailleurs qui, par rapport à ce que disait Madame Babineau, également n'est pas la moins favorisée par la nature, puisque de son nom, Aquitaine, on comprend qu'il y a de l'eau, et je crois qu'Alain Dupuis hier l'a largement souligné. Donc finalement, le défi que je propose de relever avec vous, c'est de vous expliquer comment une région qui n'a pas de compétences réglementaires, qui n'est pas maître d'ouvrage et qui n'a pas de redevances, qui n'a pas de ressources financières liées à l'eau, peut se saisir de ce sujet, peut jouer un rôle et peut justement essayer d'avoir une approche intégrée et globale des problèmes de l'eau, un peu comme ce qui vient d'être expliqué, peut-être à une échelle un peu différente. Alors je vous propose donc de présenter en 4 grands sous-chapitres, si je puis dire, rapidement l'encadrement réglementaire, parce que ça a été déjà présenté hier et je vais simplement m'y référer, mais sans insister. Point important, c'est un zoom un peu sur les différents acteurs de l'eau. Vous verrez qu'ils sont extrêmement nombreux en France et qu'évidemment, ça peut être un sujet, un souci. Je présenterai également donc concrètement, par l'exemple, qu'est-ce que fait une région, quelles sont ses actions en matière de politique intégrée de l'eau, et puis les perspectives à la fois sur l'ensemble de l'organisation, mais également vue de la région. Alors l'encadrement institutionnel, on vous l'a dit hier, comme toujours, non pas comme toujours, mais comme depuis quelques années en France, il y a d'abord l'Europe, qui est évidemment avec ses différentes directives et la source même des différentes lois, décrets, réglementations. Donc là, en ce qui nous concerne, c'est évidemment la directive cadre européenne sur l'eau qui a été promulguée en 2000, avec notamment, et j'y reviendrai, un point d'étape extrêmement important qui est 2015, avec donc une vérification du bon état écologique des masses d'eau qui est déterminé dans cette directive. Effectivement, à l'époque, on se disait on a pas mal de temps devant nous, et voilà, on est déjà fin 2012, et le couperet, parce qu'il peut y avoir un couperet, je vous expliquerai effectivement dans quelles circonstances approche. Les lois sur l'eau, différentes lois sur l'eau qui se sont succédées, et en insistant sur la dernière partie, sur cette notion de bassin versant, parce qu'effectivement, c'est peut-être une des originalités, encore qu'on vient de voir que sur la ville de Québec, il y a aussi cette logique de bassin, mais c'est peut-être la taille des bassins versants et l'antériorité de la prise en compte des bassins depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années, qu'on peut relever. Donc, ces bassins versants, en l'occurrence le nôtre, c'est Adour-Garonne. Vous comprenez vite sur la carte qu'on dépasse largement le cadre d'une agglomération ou même d'une seule région. En ce qui nous concerne, donc, on est dans le quart sud-ouest, en bas à gauche, et nous sommes donc dans le bassin dit Adour-Garonne. Quand on a dit Adour-Garonne, on parle de plusieurs régions, 5-6 régions, on parle de plusieurs départements, on parle de plusieurs millions d'habitants. Donc on n'est évidemment pas à l'échelle qu'on vient de voir. Il n'empêche que les sujets qui sont proposés sont évidemment de même nature. Donc l'Aquitaine est donc la partie la plus occidentale, avec toutes ces 250 km de littoral qui, en matière d'eau, qualité des eaux littorales, qualité des eaux de baignade, et tout ce que ça implique en matière de développement, d'aménagement touristique, est évidemment un sujet majeur. Et donc ces districts hydrographiques, il y en a 7, correspondent donc à ces 7 grands bassins français. Et donc toute la loi, toute la responsabilité a été d'essayer de planifier et de gérer les questions de l'eau au niveau de ces grands bassins. Et donc vous comprenez très vite qu'évidemment elles ne correspondent pas à la structure administrative complexe de notre pays. Alors les acteurs de l'eau, du coup, mais le premier évidemment c'est l'État. C'est l'État qui, lui, applique bien entendu ses politiques, transforme les directives européennes en loi française et a une mission évidemment très importante de contrôle et de police. Illustration, comme l'a dit Madame Babineau, on a connu il n'y a pas très longtemps un accident industriel, une papeterie dans une cuve de rétention de ce qu'on appelle la liqueur noire, que vous connaissez certainement au Québec, vu l'importance des activités bois-papier, a laissé passer donc cette liqueur noire qui est partie dans une rivière qui elle-même allait sur le bassin d'Arcachon. Bassin d'Arcachon, donc pendant l'été,
touristes, huîtres, enfin beaucoup de monde qui vivent, travaillent et se développent là-bas. Et donc l'État est celui qui a arrêté l'usine, a autorisé le redémarrage après 2 mois d'enquête, de recommandations, de contrôle de cette usine-là. Donc il est dans ce rôle-là extrêmement concret, important de contrôle et de police. L'État également a créé un office national qui s'appelle l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui a ce rôle un peu de surveillance, de connaissance. Je crois que effectivement la diffusion de la connaissance et de l'information est extrêmement important. Alors après l'État, on est sur ces organismes de bassin. Donc ça, c'est vraiment le point le plus, je pense, le plus important, ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans l'organisation de l'eau, enfin de la gestion de l'eau en France, et notamment en termes de planification. Ce sont ces organismes de bassin, ce sont des comités de bassin. Donc un comité de bassin par grand bassin versant. Donc il y a un comité de bassin à Dour-Garonne. Sylvie Salabert, ici présente, y participe. C'est une sorte de parlement de l'eau, on va dire, hein, où il y a plus d'une centaine de membres qui est censé représenter l'ensemble des acteurs de l'eau, avec des établissements publics de bassin qui sont, eux, parfois maîtres d'ouvrage, et toujours avec ces difficultés qui ne correspondent quasiment jamais avec le découpage administratif et donc les ressources financières qu'ont les uns et les autres, soit directes, soit par des taxes. Et puis ensuite, les collectivités territoriales qui sont en charge de la mise en œuvre. Alors les communes, bien entendu, elles sont sur l'eau potable et l'assainissement, communes ou communautés de communes qui se regroupent, ou communautés d'agglomération, enfin tout ce qui est lié au fait communal que vient d'expliquer Mme Babineau, c'est exactement donc le cœur de leurs compétences. Ensuite, la région, finalement, là-dedans, elle n'a pas cette compétence directe, et donc elle apporte un appui technique, un appui organisationnel, un appui de projet, un appui financier, en fait, soit à l'organisation, soit à la réalisation d'un certain nombre de travaux que je vais vous décrire dans un instant. Donc si je résume, vous voyez, il y a quand même un enchevêtrement de compétences et d'acteurs avec une difficulté donc, de savoir travailler non seulement en pluridisciplinarité, qui est un vrai sujet et un vrai enjeu que je partage complètement, mais en plus entre acteurs publics de différentes natures et qui ne sont pas régis par les mêmes règles et les mêmes modes de fonctionnement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ce modèle qui finalement, au fur des années, on a peut-être une trentaine, quarantaine d'années de recul sur ce modèle. C'est un modèle original avec cette prédominance donc, de la notion de bassin, plutôt pertinent parce que je crois qu'effectivement, d'un point de vue idéologique, c'est exactement comme ça qu'il faut aborder les choses. Mais il est évidemment perfectible. Pourquoi ? Il est complexe. Voilà, et encore, je vous ai épargné quelques slides qui d'ailleurs illustraient parfaitement la complexité puisqu'on était totalement incapable de les commenter. Et puis un certain manque d'efficacité. Alors on est typiquement, puisqu'on est dans le domaine de l'eau, dans le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, notamment sur la qualité des eaux. Le point d'étape, je vous l'avais dit, sur le bon état écologique des masses d'eau en Aquitaine ou dans les autres régions, un peu moins de la moitié à l'étape 2009, qui passait en fait les critères de la Commission européenne de la loi de 2000. Donc la moitié, ben voilà, c'est à la fois bien, et puis il reste toute la moitié. Et encore, quand on compare avec un certain nombre d'autres régions, on est plutôt pas mal placé. Donc du coup, on se dit que ce système, certes complexe, a probablement une marge d'amélioration en termes d'efficacité tout à fait significative. Il y a également des zones de vigilance en matière de détection de produits phytosanitaires et de nitrates. Nous sommes une région extrêmement agricole, donc avec des vrais sujets, des vrais sujets de préoccupation sur l'équilibre, c'est toujours pareil, l'équilibre entre le développement, les différents usages et puis la protection des ressources, même si globalement on a plutôt une ressource abondante, mais évidemment, ce n'est pas vrai dès qu'on zoome sur des cartographies telles qu'on les a vues. Il va sans dire qu'évidemment, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage potentiels, donc tout le monde s'éparpille, tout le monde finance un petit bout de chaque institut ou chaque projet. Donc là aussi, c'est une source de lenteur, une source de non-efficacité, et probablement une clarification. Et le dernier point, je crois que c'est important, c'est finalement la faible implication de la société civile. Alors pas la société civile dite organisée, pas des associations déjà
représentative, mais finalement le citoyen lui-même. Le citoyen lui-même est évidemment sensibilisé, il est intéressé par cette problématique de l'eau, il a bien compris que c'était un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Par contre, il a du mal évidemment à s'y retrouver, ne serait-ce d'ailleurs quand il regarde sa facture d'eau, qui est quand même extrêmement compliquée entre les différentes rubriques. Donc je crois qu'une action vis-à-vis du citoyen lui-même est probablement une source là aussi de progrès. Donc on se dit, voilà, un système qui a produit ses preuves, hein. Je pense qu'il faut voir aussi le côté positif, mais par rapport à la vitesse, je dirais, de ces enjeux, l'arrivée du changement climatique, dont je dirai un mot tout à l'heure, et je profite d'ailleurs pour saluer Denis et Alain qui participent à ce travail tout à fait remarquable. Jean-François Berthoumieux parlera également de ce sujet cet après-midi. C'est un vrai bon sujet pour l'Aquitaine, qui a la caractéristique finalement, de par sa géographie, son histoire, son développement, de pouvoir traiter sous ce chapeau toutes les questions littorales, les questions agricoles, les questions de forêt, puisqu'on a beaucoup de forêts également, bien sûr, en Aquitaine, les questions de montagne, les questions de compatibilité avec les développements agricoles ou industriels. Donc on a une très bonne base d'études. Alors, du coup, la région Aquitaine, là-dedans, vous avez compris, finalement, à la limite, elle aurait pu très bien se désintéresser totalement de ce sujet, puisqu'elle n'a pas on passe du bassin qui englobe l'Aquitaine. Ensuite, on pourrait aller directement aux communes. En revanche, encore une fois, les communes sont plutôt sur l'eau potable et l'assainissement, et tout ce qui est gestion intégrée, tout ce qui est protection des ressources, quantitatives et qualitatives, ne sont pas aujourd'hui du ressort premier de ces communes. Donc du coup, on a lancé, il y a maintenant 4-5 ans, un premier corpus d'action sur la politique de l'eau qui a été voté en 2008, en s'appuyant d'ailleurs sur des fonds européens du programme de 2007-2013. C'est important d'avoir effectivement tous ces acteurs et cet effet de levier que peut nous donner l'Europe. Donc concrètement, la région, qui consacre à peu près 3 millions par an à ces programmes, plus 2 millions en ce qui concerne l'hydraulique agricole, donc 5-6 millions d'euros par an sur ces sujets. Elle s'est intéressée donc à agir de concert avec un certain nombre d'acteurs sur la protection des milieux. Donc on l'a dit tout à l'heure, restauration des cours d'eau, c'est-à-dire qu'on intervient auprès soit des communes, soit des acteurs privés, parce qu'effectivement on a un peu de tout, sur la revégétalisation de berges, la consolidation parfois, de manière à y redonner, je dirais, des zones de biodiversité, puis des zones aussi d'équilibre pour ces cours d'eau. Les espèces migratrices, il y en a, ça c'est un autre aspect finalement de la question. On a accompagné des programmes de réintroduction d'espèces comme les saumons, les esturgeons, encore récemment, hein, on a des lâchers d'esturgeons sur les rivières de l'Aquitaine et qui font l'objet ensuite effectivement d'études et d'observations par les milieux scientifiques et qui sont des très bons critères, des très bons capteurs de la bonne qualité finalement de ces eaux-là. Protection des zones humides, l'existence de ce littoral de 200 km nous amène aussi à équilibrer entre tout ce paysage dunaire que nous avons sur une grande partie de ce littoral, la pression foncière, de l'habitat, de l'urbanisme et l'intérêt de préserver des zones humides. J'ai vu au détour d'une slide qu'il y avait des notions de coulée verte et bleue sur la ville de Québec. Là, donc il y a une trame verte et bleue qui regroupe exactement donc l'idée qu'une cartographie à la fois complète mais aussi lisible pour le citoyen et pour les aménageurs. Donc ça c'est la loi de 2010 qui nous conduit à élaborer ces trames vertes et bleues qui donc doivent être prises en compte dès qu'il y a un programme d'aménagement, que ce soit de lotissement ou de développement économique. Voilà, donc sur les milieux aquatiques, vous voyez le type d'action que la région est susceptible d'accompagner. En ce qui concerne la gestion qualitative et quantitative de la ressource, donc là typiquement on s'intéresse aux eaux souterraines et aux eaux superficielles par des participations à des programmes de soutien, notamment en rivière, de soutien d'étiage. Soutien d'étiage, ça veut dire qu'il y a des limites qui sont fixées, justement par les comités de bassin, et on intervient si le niveau, en fait, le niveau le plus bas des fleuves comme la Garonne, prenons un exemple, nécessite de libérer de l'eau issue des barrages hydroélectriques que nous avons notamment dans les Pyrénées. Alors très concrètement, la Garonne est en train d'atteindre quasi son niveau le plus bas
depuis de très nombreuses années. Et heureusement qu'il y a eu des pluies assez abondantes cette semaine, parce qu'on était à deux doigts effectivement d'aller vraiment puiser dans des réserves qui étaient normalement des réserves dites stratégiques. Donc ce sont des sujets qui deviennent des vrais sujets de préoccupation, y compris financière, puisqu'on doit dédommager les producteurs d'hydroélectricité qui ne peuvent plus produire si on doit utiliser l'eau retenue en barrage. Donc vous voyez, ce sont des problématiques qui arrivent sur la table, des problématiques d'usage, des problématiques de préservation de la ressource, et qui ont évidemment un impact direct sur la vie des citoyens, d'où je pense l'importance d'associer les citoyens. Autre exemple, directement lié à 2015 et directement lié à toute la pression que le développement économique touristique peut avoir sur nos zones naturelles, c'est toute la partie Pays Basque, donc, qui est contiguë à l'Espagne, qui est une zone extrêmement urbanisée, extrêmement touristique, et donc il y a d'ores et déjà de gros problèmes d'eau résiduaire, d'eau pluviale. Quand il y a des orages d'été, et il y en a, et ben ça se déverse dans la mer, et les plages sont fermées, notamment sur une commune, ce qui évidemment pose un gros problème. Donc on a financé aux côtés d'autres acteurs en fait un bac de rétention, un émissaire, et pour essayer de protéger cette activité. Voilà, donc des derniers éléments sur la politique de gestion intégrée de l'eau en Aquitaine. Donc on essaie d'animer tout ce qui est territorial, parce que je crois qu'après qu'on a défini un peu ces grands cadres d'intervention, c'est intéressant et c'est surtout indispensable d'aller au niveau le plus pertinent. Et sur un territoire comme l'Aquitaine, tout le monde n'est pas concerné par la même problématique au même moment, évidemment. Je voulais insister également sur ce point d'intégration aux autres politiques sectorielles régionales. C'est un axe extrêmement fort qui avait été développé en 2008 et qui le sera encore à l'avenir, notamment avec l'agriculture et l'industrie. Je n'ai pas voulu vous mettre trop de chiffres dans la présentation, mais retenez simplement que la consommation d'eau en Aquitaine par an, c'est à peu près 5 millions de mètres cubes. Il y en a 4,2 qui sont utilisés par l'industrie. Alors ça, c'est assez peu connu parce qu'on focalise beaucoup sur l'eau potable ou sur l'agriculture, mais donc 4,2 millions avec un taux de réinjection dans le milieu de l'ordre de 93%, parce qu'on a beaucoup accompagné les industriels justement à recycler, traiter l'eau de leur activité. On les a même incités il y a récemment sur Bordeaux à ne pas aller puiser de l'eau profonde dans l'Éocène, mais de captage en Garonne qui était plus protecteur de la ressource. Donc 4 millions d'euros en industrie, 500 000 en 0,5 en agriculture. Donc vous voyez, c'est le deuxième poste, mais qui est largement derrière. Alors le problème de l'agriculture, c'est qu'évidemment les prélèvements se font essentiellement en été, donc au moment où la question de la ressource se pose. Et puis l'eau potable, qui évidemment intéresse directement les citoyens, c'est 300 000. Voilà, donc du coup, dans nos politiques sectorielles de la région, au-delà donc de la partie eau, eh ben on incite, on accompagne les industriels ou les agriculteurs à s'intéresser aux économies d'eau, à des méthodes d'irrigation plus respectueuses de l'environnement. Alors, quelles sont les perspectives? C'est la dernière diapositive. La première, c'est que finalement, on s'est aperçu, et c'est partagé par l'ensemble des acteurs, qu'un comité de bassin, c'est un peu trop large par rapport à toutes ces questions justement de conflit d'usage, de prospective, d'intégration des citoyens. Et donc, va être créé, là, d'ici la fin de l'année, un conseil aquitain de l'eau, qui sera une instance consultative, mais qui va pouvoir se saisir d'un certain nombre de sujets, justement, interusage, qui va se saisir des questions de l'impact du changement climatique. Donc avec une représentativité élargie encore par rapport à ce qui existe et qui est encore un peu trop institutionnel. Les priorités territoriales, donc j'en ai dit un mot, on ne peut pas évidemment se fixer des priorités équivalentes selon les territoires. Les estuaires, c'est évidemment les espèces rares, les pollutions, les submersions. Les zones littorales, on en a parlé, c'est la qualité des eaux de baignade essentiellement, et puis le rapport entre urbanisation et naturel, surtout en Aquitaine. Les agglomérations, on est sur les économies d'eau, on est sur la protection de la ressource. Et puis on a des bassins versants. À l'intérieur du grand bassin à Dour-Garonne, on a quelques bassins versants déficitaires sur lesquels on prône effectivement à la fois des économies et puis pour la partie agricole, un programme de création de réserves à partir d'ailleurs de recueil des eaux l'hiver, des eaux de pluie l'hiver, création de réserves individuelles, collectives ou un peu plus structurantes. Et enfin, dernier point,
Et donc peut-être que l'année prochaine, on pourra parler de ça. Vous savez qu'en France, il y a, vous ne savez pas d'ailleurs, il y a un projet d'acte 3 de la décentralisation. On part d'un État extrêmement central depuis des millénaires, enfin un millénaire au moins. Et donc cet acte 3 de la décentralisation est l'occasion justement de clarifier ce que je disais, les compétences, la fiscalité, les moyens dont disposent les différentes collectivités. Et je pense que c'est une occasion de ne pas rater pour rendre encore plus efficace un système qui, somme toute, ne marche pas si mal, mais qui est confronté à des défis de plus en plus importants et qui concernent chacun d'entre nous. Voilà, je vous remercie de votre attention.